Bonsoir Romain Huret. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, directeur d'études à l'EHESS. Pression maximale sur Donald Trump depuis les violences du Capitole. Les démocrates ont lancé les hostilités aujourd'hui avec un objectif, faire tomber le président le plus vite possible. Est-ce que ça peut aboutir ? Cela a peu de chances d'aboutir avant la cérémonie d'investiture. Ça pourrait aboutir dans les prochaines semaines. Mais il faut bien comprendre que les deux procédures sont longues et donc il va falloir être très patient. La solution la plus simple serait que Donald Trump quitte normalement le pouvoir le 20 janvier et qu'ensuite, éventuellement, des procédures judiciaires, notamment cette très longue procédure de destitution, se mettent en place pour juger ou non de sa culpabilité dans les événements dramatiques de la semaine dernière. Il y a deux types de procédures, pour bien comprendre. Il y a la procédure de l'impeachment, qui serait une procédure de destitution. Et puis, il y a une procédure beaucoup plus rapide et urgente, en urgence, qui est celle d'activer le 25e amendement, c'est ça ? Tout à fait. Le 25e amendement, c'est un amendement qui permet de demander à un président qui n'est plus capable d'exercer le pouvoir de partir. Et donc, son cabinet pourrait décider qu'aujourd'hui, Donald Trump n'est plus en état mental d'exercer le pouvoir, d'exercer la présidence des États-Unis. C'est une procédure qui pourrait être plus rapide, mais qui, comme on le comprend très facilement, est assez difficile à mettre en place, puisqu'il faut demander à son chef de partir. Ce serait le cas du vice-président Mike Pence. Ce serait le cas du vice-président Mike Pence, qui pourrait mettre en place cette procédure en estimant que Donald Trump ne présente plus toutes les facultés mentales nécessaires à l'exercice du pouvoir. L'autre élément, c'est la procédure de destitution, alors, qui est très longue. Dans le passé, elle a duré parfois plusieurs mois, plusieurs années. Elle est extrêmement longue et c'est un procès, en quelque sorte. Et le Sénat des États-Unis va devoir décider de la culpabilité de Trump dans les événements, dans l'appel à la révolte de la semaine dernière, savoir si, oui ou non, Donald Trump, président des États-Unis, a outrepassé ses pouvoirs en demandant à des citoyens de prendre d'assaut le Congrès. Et ça, on peut y aller les démocrates peuvent y aller. Ils peuvent le faire, ils vont le faire. Ils ont annoncé qu'ils allaient le faire, donc elle va démarrer, la procédure. Ensuite, elle est extrêmement longue. Donc ça ne sera pas dans les 9 jours qui viennent, juste avant. Il y a très peu de chances que ça soit dans les 9 jours. Je crois que beaucoup de sénateurs républicains, notamment, pensent que Donald Trump s'en va. Il faut le laisser partir. Et il faut surtout laisser le temps à la démocratie, le temps au Sénat, de mener une enquête pour comprendre exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors justement, Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, qui est très déterminée, vient d'annoncer que la procédure était lancée, celle dont on vient de parler, pour incitation à l'insurrection. Quel est l'intérêt, si ce n'est que dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'il peut y avoir des conséquences, quel est l'intérêt de le faire maintenant ? Alors Nancy Pelosi déteste Trump. Les deux se détestent depuis très très longtemps. Donc là, elle vit son heure de gloire, puisque cette fois-ci, elle l'a dans le collimateur. Et elle a de très très bonnes raisons de le chasser de la Maison-Blanche. Alors l'intérêt, je pense, c'est surtout un coup de poker qu'elle est en train de jouer. Vous pensez que c'est une sorte de bluff ? C'est pas un bluff, c'est un coup de poker. Elle comprend très bien la psychologie de Donald Trump. Donald Trump ne réagit qu'au rapport de force. Il ne comprend que cela. Il a toujours dit que de toute façon, sa force, sa qualité première, c'était le rapport de force. Et il le disait, c'est un négociateur, un dealer, quelqu'un qui a l'habitude, qui est un homme d'affaires. Et donc, il négocie tout à la table des négociations. Et là, elle l'amène à la table des négociations. Elle lui dit, attention, Donald Trump, on a plusieurs scénarios contre vous. Le scénario numéro 1, le 25e amendement. Le numéro 2, l'impeachment. Et le numéro 3, vous partez le 20 janvier, sans faire d'histoire. Et on arrête, pour l'instant, avec la présidence Trump. Je pense que c'est très bien joué de sa part, parce qu'on avait encore des doutes sur le départ de Trump le 20 janvier. Je pense que là, étant donné le drame qui s'est joué la semaine dernière, il partira le 20, alors sans assister à la cérémonie d'investiture de son successeur, mais en tout cas, lui et sa femme quitteront définitivement la Maison-Blanche. Et je crois que beaucoup de démocrates, mais aussi beaucoup d'Américains, le souhaitent. Une façon de lui mettre la pression pour être sûr qu'il laisse la place à Joe Biden. Est-ce que quand même, il n'y a pas aussi derrière ce choix de lancer une procédure de destitution, de paralyser Donald Trump pour l'histoire et pour l'avenir politique, pour le coup, puisqu'on parle de lui déjà pour les prochaines présidentielles en 2024. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. C'est aussi, de la part des démocrates, un pari sur l'avenir. Donald Trump possède toujours un très fort capital politique, un capital financier aussi, puisque beaucoup d'Américains lui ont donné de l'argent pour mener une procédure judiciaire contre le résultat électoral. Donc c'est un candidat déjà proclamé pour la prochaine élection. Donc là, les démocrates mettent en place une procédure pour lui empêcher peut-être d'être candidat dans 4 ans.
Vous rappeliez effectivement qu'il avait une base d'électeurs très solide. Il y a ces chiffres assez marquants, puisqu'on vient d'apprendre que 45% des électeurs républicains étaient tout à fait favorables à l'assaut du Capitole. Ils trouvaient cet événement tout à fait justifié. 74 millions de voix aussi pour Donald Trump, c'est inédit. Comment ressort le parti républicain finalement de cette période-là? On a l'impression d'une équation impossible. C'est une équation impossible pour le parti, puisqu'ils sont d'un côté confrontés à un président qui a transgressé toutes les règles de la démocratie, qui bénéficie, vous l'avez dit, d'un fort capital politique, puisque des citoyens lui donnent de l'argent et sont persuadés qu'il a actionné le bon levier en demandant à des citoyens d'envahir le Capitole. Et de l'autre côté, beaucoup de républicains veulent que tout cela cesse, qu'on revienne à des règles acceptables dans la démocratie américaine, et souhaitent revenir un peu au temps d'avant, au temps où les gens respectaient les règles, au temps où le président perdant félicitait le vainqueur et la démocratie continuait. Donc on est confronté là pour le parti à une situation on les entend très pas compliquée. beaucoup. On les entend, il y a des grandes figures. Modérés. Les citoyens modérés et les élus modérés, surtout Républicains modérés, même Mitt Romney, on l'a entendu, George Bush fils, qui a été président pendant 8 ans, qui est intervenu, qui a dit qu'il irait à la cérémonie d'investiture de Joe Biden, qui demande au parti, qui demande aux Américains de respecter les urnes, puisque pour l'instant, rien ne prouve qu'il y a eu un vol de l'élection. Joe Biden a été élu démocratiquement président. Et donc, on a ces républicains modérés qui prennent la parole, mais qui ont du mal à faire comprendre cela à une base, vous l'avez rappelé, 45%, une base qui est très en colère, une base qui pense vraiment qu'on lui a volé l'élection, et une base qui se reconnaît pleinement dans les outrances, dans la violence de Donald Trump. Ce week-end, Donald Trump a été banni des réseaux sociaux, Twitter notamment, son arme favorite. Est-ce qu'il en sort affaibli? Comment on peut imaginer là, qu'il va se comporter dans les 9 jours qui viennent, entre autres? Ce qui en sort affaibli peut-être, c'est une certaine forme de démocratie. Je crois qu'on a eu beaucoup de dirigeants en France, Angela Merkel aussi en Allemagne, qui ont quand même rappelé les limites à la liberté d'expression imposées par Twitter, par une entreprise privée, qui pose un vrai problème démocratique. Que l'on aime ou pas Donald Trump, il a la liberté de s'exprimer dans les médias. Et là, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant. Et je crois qu'une fois passé les outrances et la violence des années Trump, il faudra vraiment que tout le monde se pose la question de savoir quel est le pouvoir de Twitter ou de Facebook, parce qu'ils ont bloqué Trump aujourd'hui, ils pourront bloquer d'autres personnes demain. L'autre point qui est très important pour Donald Trump, c'est que cette censure va le transformer en martyr, et il adore cela. Il va pouvoir dire à nouveau qu'il y a une pensée unique, que les médias traditionnels ne l'aiment pas, CNN, ABC, CBS, le New York Times, Twitter, Facebook, que les médias, la gauche bien pensante ne l'aiment pas, parce qu'il dit la vérité, parce qu'il parle comme le peuple américain. Et je suis persuadé que les 45% d'Américains qui croient qu'il a eu raison d'envoyer les gens sur le Capitole vont trouver ça très choquant que Twitter censure ainsi Donald Trump. Alors justement, Donald Trump devrait se rendre demain, si on ne l'entend pas aujourd'hui, demain en tout cas, il va se rendre au Texas, au pied du mur de la frontière avec le Mexique. D'ailleurs, c'était une promesse de campagne de 2016, donc c'est assez symbolique. On peut aussi attendre à ce qu'il prenne la parole. C'est un message envoyé à sa base. Ça on est certain qu'il prendra la parole. Ça, on peut très facilement prendre les paris. Et il va rappeler qu'il a tenu ses promesses, qu'il est le président qui a défendu les Américains moyens, les Américains les plus démunis contre les menaces extérieures. Et ce n'est pas un hasard s'il termine sa présidence sur ce mur, même si beaucoup pensent que ça n'a pas changé grand-chose à la situation migratoire aux États-Unis. Mais néanmoins, il va montrer qu'il a tenu ses promesses et que si on ne lui avait pas volé l'élection, il sera à nouveau président des États-Unis. Justement, en 2 mots, 20 janvier, donc investiture de Joe Biden, est-ce qu'on peut s'attendre à des dérapages à nouveau? Sans doute, on sait très bien, il y a eu des reportages dans la presse montrant qu'il y a eu des infiltrations de l'armée, de la police. Donc je pense que les services de sécurité seront sur les dents le 20 janvier dans tout le pays. Merci. Merci Romain Huret d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes historien spécialisé des États-Unis, bien sûr, et directeur des études à l'EHESS. Merci à vous. Merci à vous. Tout de suite, C'est dans l'air, consacré à la variante du coronavirus qui se propage en France. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir « Variant anglais, peut-on encore l'arrêter ?» Bonne émission à vous.